Bonjour à tous. Il est Bonjour. midi. Je voulais savoir si vous nous entendiez bien pour commencer. Du coup, il faut répondre par écrit, c'est ça? Oui, c'est ça, mais oui, je vois des oui. Je vois des oui. Eh bien, c'est parfait. Je vous propose qu'on attende juste 2 petites minutes, le temps que tout le monde nous rejoigne et on pourra attaquer le webinaire. En tout cas, vous êtes tous très réactifs. Ça fait plaisir. Cécile, on attend quoi, une centaine de personnes aujourd'hui? Il y a à peu près une centaine de personnes qui sont inscrites au webinaire, exactement. Alors, je ne sais pas s'ils viendront tous, mais en tout cas, vous êtes déjà plutôt nombreux. Hop, on attend encore 1 minute, histoire parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent et ensuite on attaque. Voilà, j'ai encore 1 ou 2 personnes. Eh bien, très bien. Je vous propose qu'on commence le webinaire. Du coup, eh bien, oui, Norbert, il y aura un replay. Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui avec nous pour ce webinaire spécial Fiducie Sûreté. On va essayer de faire très court. On va faire 20 minutes, 15-20 minutes sur l'explication de la fiducie et du projet. Et ensuite, on en passera rapidement aux questions-réponses parce qu'on sait que souvent, ce genre de dossier a pas mal de questions. Vos intervenants d'aujourd'hui, vous les voyez en photo, mais aussi en vidéo. Donc, Yann Balthazar, qui est donc le CEO de Monego, et Anne-Laure Bonjour. Strachey, qui est directrice associée de Monego. Bonjour. Et je vais laisser Yann, sans plus attendre, commencer pour vous parler de Monego. Ah oui, juste en introduction, quelques mots sur Monego. J'ai effectivement j'accompagne des promoteurs immobiliers dans la structuration de leurs fonds propres depuis 2006. Et aujourd'hui, le métier de Monego, c'est de réussir à encapsuler un projet immobilier ou un actif immobilier avec une expertise très forte en réglementaire, bien sûr, en juridique, beaucoup, et aussi un petit peu en financier et en marketing, pour permettre finalement de pousser des produits et des solutions pour des investisseurs particuliers et professionnels au travers de notre plateforme digitale que vous connaissez. Donc la période qu'on connaît aujourd'hui est assez difficile dans le sens où les banques ont resserré de façon drastique l'accès au crédit. Et plus que jamais, notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de donner aux Français accès à leur placement préféré, qui est l'immobilier, sous une forme finalement simple et directe, et surtout à partir de quelques centaines d'euros. C'est vraiment ça notre mission aujourd'hui sur laquelle on s'engage, en étant toujours extrêmement sélectif et attentif aux projets qu'on vous propose, compte tenu du contexte actuel. Donc, juste pour finir sur cette introduction, on entrevoit de notre côté, et avec tous les promoteurs avec qui on parle, une sortie de crise sur 2025, et on voit déjà des signaux très positifs au niveau de la commercialisation des dossiers qu'on peut suivre en ce moment. Et tout l'ensemble des promoteurs ont tendance à nous dire la même chose. Du coup, Monego, en quelques chiffres également, nous avons collecté près de 100 millions d'euros en 6 ans depuis la création de 2018. Près de 50% ont été remboursés et le taux moyen
historique également est de 9% par an sur une durée moyenne d'investissement de 15 mois. Aujourd'hui, Monego développe 2 activités sous 2 identités différentes. Monego Dynamique, qui est notre métier historique, et Monego Patrimoine. On va vous en dire un peu plus. Un petit focus sur Monego Dynamique, qui est notre métier historique. Il s'agit de cofinancer à plusieurs un projet immobilier aux côtés d'un porteur de projet, avec des horizons de placement très courts, de 6 à 36 mois, et avec des rendements élevés de 8 à 12%. Du coup, vous connaissez certainement un petit peu moins Monego Patrimoine. Alors, Monego Patrimoine, effectivement, c'est tout nouveau. Ça sort d'ailleurs ce mois-ci ou le mois prochain. On est en train d'étudier les premiers dossiers au microscope. Donc, on va être heureux de vous présenter cette offre qui est Monego Patrimoine. L'objectif de cette offre, c'est de co-acquérir, donc d'acheter à plusieurs finalement, un actif immobilier et d'être du coup au plus près de l'actif immobilier sans intermédiaire. Donc là, on ne vient pas cofinancer un projet immobilier aux côtés d'un promoteur, on vient directement acheter à plusieurs un actif immobilier pour le mettre en location, donc profiter des loyers, et en même temps jouer une plus-value à la revente. Donc, dans l'esprit du financement participatif, vous pourrez en amont connaître évidemment les actifs qu'on vous proposera et que vous pourrez co-acheter ensemble. Il y a un rendement forcément qui est un petit peu moins important puisqu'il n'y a pas de levier bancaire. Donc, on sera sur des durées aussi un petit peu longues pour aller maximiser une recherche de plus-value. Aujourd'hui, le moment est plutôt bon puisqu'on peut acheter à des prix plutôt intéressants par rapport à la tension du marché. Et là, l'offre sera accessible à partir de 100 €. Mais on fera un webinaire là-dessus qui sera dédié de toute façon lors du lancement. On vous en parle ici parce qu'on aura aussi un mécanisme de fiducie-sûreté qui sera systématique pour cette solution de Monego Patrimoine. En synthèse, les 2 offres, Monego Dynamique et Monego Patrimoine, c'est le même montage. Donc, d'un point de vue juridique, c'est une obligation simple à taux fixe. Donc, vous souscrivez à une obligation, un contrat obligataire, et le rendement est connu à l'avance, de façon contractuelle. Les 2 offres sont éligibles au PEA-PME, et on est toujours hors IFI. Donc, c'est d'autant plus intéressant dans l'offre patrimoine, Monego Patrimoine, puisque vous avez tous les avantages de l'immobilier locatif, sans les inconvénients, et notamment sans l'inconvénient fiscal qui est l'IFI. Évidemment, vous n'avez pas non plus la gestion des locataires qui va avec. Voilà. On peut rentrer dans le vif du sujet en parlant finalement de la fiducie-sûreté aujourd'hui. La fiducie-sûreté, c'est l'une des garanties les plus anciennes qui remonte à l'époque romaine, dénommée reine des sûretés. Pourquoi cette dénomination ? Ce contrat, la fiducie-sûreté, permet un transfert d'actifs à un fiduciaire tiers de confiance. Alors, l'actif peut être un bien immobilier, peut être un bien mobilier, peut être des parts de société. Dans le cas présent, c'est un bien immobilier. La mission du fiduciaire de ce tiers de confiance, c'est détenir, gérer et protéger l'actif selon une feuille de route prédéfinie et individualisée à chaque cas, qui est définie entre le fiduciaire, l'emprunteur et dans le cas présent, entre Monego. On a essayé d'adapter ce montage au crowdfunding immobilier, c'est-à-dire que la fiducie-sûreté, il faut savoir que c'était quelque chose de peu utilisé, peu connu et très réservé à des entreprises de grande taille à partir de 2 millions d'euros. Nous, on a travaillé pendant des mois pour savoir l'adapter et pour l'adapter à des entreprises de plus petite taille, de tout type de taille, à partir de 500 000 euros. Aujourd'hui, ça reste un montage structurant avec de nombreux intervenants. Notamment, on peut citer notre partenaire Fidal Fiducie, qui est le fiduciaire qui travaille à nos côtés. Je vous propose de rentrer un peu plus dans le mécanisme de cette fiducie-sûreté avec Yann. Donc là, vous allez retrouver les schémas qu'on vous a envoyés dans les invitations. On va essayer de les détailler ensemble.
Donc, on part toujours du même principe. Donc là, je suis en bas à gauche. Donc, j'ai la société émettrice, qui est l'emprunteur. C'est une société type TPE-PME, tout secteur d'activité confondu, qui a une problématique de trésorerie, donc qui a un besoin de trésorerie à court terme, d'une part, et qui, d'autre part, a un actif immobilier qui a une valeur nette suffisante pour couvrir son besoin de trésorerie. Donc, je vous donne un exemple. Si j'ai une société qui a besoin de 100 de trésorerie et qui a un actif net de dette, donc net de crédit, qui vaut 300, dans ce cas-là, ça fonctionne très bien puisque j'ai un taux de couverture entre l'actif et le besoin de trésorerie qui est de 1 pour 3, donc tout va bien. Si en revanche, je suis dans un autre cas où j'ai un actif qui vaut 80 et que j'ai un besoin en trésorerie qui vaut 100, là, ça ne marchera pas puisque j'aurai un actif qui aura une valeur inférieure à mon besoin en trésorerie. Donc, c'est vraiment la cumulation des deux qui est importante. Ensuite, pour pouvoir émettre un emprunt obligataire, il faut systématiquement que la forme juridique de la société soit une SAS. Donc ça, on reste dans ce qu'on connaît chez Monego. Systématiquement, ce sont des SAS qui émettent des emprunts obligataires. Une fois qu'on a validé ces 3 points, à ce moment-là, on peut se diriger vers la droite du schéma où on peut émettre l'emprunt obligataire auquel vous pourrez souscrire. Donc là, comme d'habitude, on est sur un emprunt classique, contrat obligataire, qui est souscriptible à partir de 1 000 €. Pour garantir cet emprunt obligataire, l'émetteur, donc la société TPE-PME qui a besoin de trésorerie, va transférer la propriété de l'actif que nous, on aura identifié comme une garantie potentielle à un fiduciaire. Le rôle de ce fiduciaire sera de conserver cet actif, de le protéger pendant toute la durée du contrat. Et si jamais il y a des cas de défaut qu'on verra plus tard, le fiduciaire aura pour mission de céder l'actif pour vous rembourser en priorité. J'ai pris un petit peu d'avance sur les slides suivantes. Donc, on va étudier 2 cas. Le cas 1, du coup, c'est le cas où tout se passe bien. On a d'ailleurs 2 sous-cas. Donc, le cas 1.1, entre guillemets, c'est tout va bien. La société a réussi à régénérer de la trésorerie durant le contrat obligataire, durant la fiducie, vous rembourse sur cette trésorerie, et à ce moment-là, la fiducie s'éteint, et le fiduciaire rend l'actif immobilier qu'il nous aura confié en garantie à l'émetteur. Ça, c'est le cas où tout se passe bien, 1.1. On a un cas 1.2, et là, on va s'inscrire, nous, dans ce cas-là, dans le dossier qu'on va vous présenter après. Dans la durée du contrat, dans la durée de la fiducie, l'émetteur a la volonté de céder son actif pour pouvoir rembourser l'emprunt obligataire et se régénérer de la trésorerie. Nous, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que l'emprunteur sera obligé d'organiser sa vente et de passer avec le fiduciaire, faire sa vente. Les fruits de la vente seront encaissés par le fiduciaire. Le fiduciaire remboursera en premier les obligataires et paiera les intérêts. Et le reliquat retournera à l'émetteur, la société emprunteuse. Ça, c'est le cas où tout se passe bien. Et encore une fois, nous, on s'inscrira dans le cas 1.2 que vous présentera Anne-Laure juste après. Cas de figure numéro 2. Donc là, c'est le cas où ça se passe mal, c'est-à-dire que l'échéance du contrat obligataire est dépassée. Aucune des clauses du contrat, aucune des clauses de la feuille de route n'est pas respectée. Et à ce moment-là, on activera la fiducie. Donc, plus précisément, c'est le fiduciaire qui activera la fiducie. Et ça se traduira par la vente de l'actif. Donc, le fiduciaire devra lancer une évaluation, une expertise de la valeur du bien. Et il y aura un cahier des charges pour céder l'actif au meilleur prix, encaissera les fruits de la vente et remboursera encore une fois en priorité les investisseurs et paiera les intérêts. Le reliquat, s'il y en a un, retournera à l'émetteur. Donc, ce qui est intéressant dans cette garantie, si je rappelle 3 choses, en cas de défaillance de l'émetteur,
vu qu'il y a eu un transfert de propriété en amont, le fiduciaire peut exécuter la garantie de façon immédiate, sans passer par des procédures de recouvrement judiciaire qui sont extrêmement longues. Ça peut durer entre 1 an et demi, voire 2 ans, pour réussir à activer une garantie, quand bien même vous avez une garantie type GAPD ou autre, même hypothèque. Voilà. Donc, dès qu'il y a un non-respect de la clause des clauses du contrat, on active la fiducie et c'est exécutable immédiatement. Et il faut effectivement, et plus vous avez un taux de couverture élevé, plus votre garantie sera solide. Donc, plus vous avez un actif qui a une valeur importante par rapport à votre dette, plus vous aurez de la sécurité. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous présenter cette opportunité qui rentre dans le cadre de la fiducie-sûreté. Donc, on a des faits générateurs qui correspondent à ce montage, c'est-à-dire qu'on a un club de sport qui a un besoin aujourd'hui de trésorerie d'1 450 000 € et qui détient un actif immobilier d'une valeur importante. Donc, c'est une opportunité à plusieurs titres. On réalise un montage en fiducie-sûreté. C'est également un montage sur lequel on a la vision de la sortie, ce qui est extrêmement rare. J'ai l'impression qu'on ne voit pas le bon slide. C'était... Voilà. Excusez-moi. Donc, c'est aussi... voilà, on a une vision sur la sortie. Je reviendrai un tout petit peu plus en détail. Ça, c'est extrêmement rare. Il y a une promesse qui a été signée entre l'émetteur et un acquéreur. Donc, on a quand même une grande vision sur une sortie et sur la durée. Et enfin, comme on le verra, Yann parlait de large taux de couverture. On est extrêmement sécurisé par la valeur de l'actif aujourd'hui, quel que soit le scénario envisagé. Nous vous proposons donc cet investissement à partir de 1 000 € à un taux progressif selon la feuille de route. Si je rentre un tout petit peu plus en détail sur l'opération, ce club de sport détient via une SCI un actif immobilier qui a été valorisé par expertise 4 250 000 €. L'expert est CBRE, c'est un expert reconnu dans la valorisation d'actifs commerciaux et tertiaires, donc quelque chose d'important. Quand on réalise ce genre de montage, on a toujours recours à une expertise en bonne et due forme. On a effectivement nos experts internes qui recoupent avec ces expertises-là. Donc aujourd'hui, on a un actif qui vaut en l'état 4 250 000 € auquel on peut rajouter aussi des possibilités d'extension qui existent. Il y a des droits résiduels à construire qui ont été également valorisés 680 000 € par cette expertise. Donc, c'est un premier élément sur la couverture. Un deuxième élément, je vous parlais de la sortie précédemment. L'émetteur a signé une promesse de vente de cet actif au prix de 3 225 000 €. Aujourd'hui, on a cette sortie qui est identifiée, qui sera le scénario privilégié de notre montage. Le prérequis, par contre, on parle de transfert de propriété au fiduciaire. Le prérequis, c'est la signature d'une nouvelle promesse entre le fiduciaire et l'acquéreur qui est en train de se réaliser. Les notaires sont en train de réaliser cette promesse qui arrivera à échéance le 31 décembre. L'un des éléments importants également, on vous a parlé effectivement du taux de couverture. Dans ce cas-là, on a un taux de couverture extrêmement important. Si on prend la valeur d'expertise à 4 250 000 €, on a près de 300% de couverture du capital de l'emprunt obligataire. Aujourd'hui, on a souhaité monter la feuille de route en 3 temps. Qui sont adossés à 3 taux. 10, vous avez un investissement, on vous propose un investissement de 10 à 12% en fonction des périodes. La première période, c'est la période de la promesse, le scénario, encore une fois, le plus probable, avec une sortie au 31/12 au plus tard, par une réitération de l'acquéreur. Dans ce cas-là, le prix de vente vient désintéresser en priorité les obligataires
en capital et en intérêt, et la soulte du prix de vente revient à l'émetteur, à l'emprunteur. Il a fallu quand même partir sur d'autres scénarios. C'est pour ça qu'on a une étape 2 de la feuille de route. L'étape 2, c'est dans le cas où l'acquéreur ne serait pas au rendez-vous. On laisse la possibilité à l'émetteur, à l'emprunteur, de vendre par lui-même son actif immobilier avec un prix plancher qui permet de désintéresser tous les obligataires. Dans un troisième temps, imaginons que la sortie n'a pas été encore identifiée, le fiduciaire reprend la main, refait faire une expertise ou actualise la sienne, se rapproche de brokers, de commercialisateurs qui ont été identifiés pour vendre l'actif. Selon notre étude, très concrètement, le prix, on a une très très large couverture puisqu'on peut simuler jusqu'à une décote du prix de vente de 40% par rapport au prix de la promesse de vente pour couvrir intérêt et capital sur une période de 24 mois. Donc le montage a été quand même extrêmement sécurisé tout en répondant à un besoin aujourd'hui identifié de trésorerie de ce club de sport. Nous avons fini notre présentation et nous sommes maintenant disponibles pour répondre à toutes vos questions. Excusez-moi, je m'étais fait discrète pendant la présentation. Il y a effectivement beaucoup de questions. On va commencer par le commencement. Alors, si on ne répond pas à toutes les questions, on s'assurera de vous les envoyer en privé si vraiment elles sont longues ou sujettes à débat, parce qu'il y en a quelques-unes. On vous fera une réponse plus élaborée. Donc, la première question, c'est quel est ce type de transfert à la fiduciaire, transfert juridique de l'actif, point d'interrogation, de Michel Charvet. Donc, c'est effectivement un transfert de propriété, donc c'est un transfert réel. Donc, il y a vraiment un transfert de propriété entre l'émetteur et le fiduciaire. Donc, c'est le terme exact où il y a des droits d'enregistrement qui sont payés. Quand c'est un bien immobilier directement ou quand c'est des titres de propriété, c'est un transfert qui est enregistré d'un point de vue notarié. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez bien? Je t'entends. Ok. Est-ce que le fiduciaire peut faire défaut? Tu veux répondre, Anne-Laure? Tu ne nous entends plus ou tu nous entends? Si, je vous entends. Oui, il peut faire défaut. Cependant, le tribunal nomme un nouveau fiduciaire. Dans ce cas-là, tout est prévu pour reprendre le bien et la gestion, et la détention et la gestion de l'actif. Donc, ce n'est pas un risque, d'autant plus qu'ils ont des assurances extrêmement importantes. Donc aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui nous met en risque au vu de la loi qui encadre le tiers de confiance et le fiduciaire. En fait, même si le fiduciaire disparaît, le contrat de fiducie reste intact. C'est ça qui est important de retenir. Et nous, on est dans le contrat de fiducie. Enfin, votre actif est logé dans le contrat de fiducie. Ça devient un actif fiduciaire. Ok. Après, est-ce que l'actif immobilier, objet de la fiducie, est obligatoirement détenu en direct, point d'interrogation, par l'emprunteur? Dans le cas présent, dans le montage qu'on vous a proposé dans l'opportunité aujourd'hui, il y a un montage indirect, qu'on peut appeler indirect, puisque l'actif est détenu via une SCI. Et c'est la SCI qui apporte son actif au fiduciaire pour garantir l'emprunt obligataire souscrit par l'émetteur, par la société. En fait, il y a deux étages, si je résume, c'est que j'ai une société émettrice qui a une filière qui est détenue à 100%, qui est une SCI qui détient l'actif immobilier, et c'est la SCI qui va donner pour le compte de sa mère, finalement, de sa société mère, l'actif en garantie. Et c'est la société mère qui va émettre la dette. Ok.
A priori, on m'entend pas toujours. Peut-être qu'il faut répéter la question. La question, c'est: quels sont les acteurs fiduciaires? La prochaine question. Quels sont les acteurs fiduciaires? Alors ça, je n'ai pas compris la question. Qui sont les acteurs de la fiduciaire? Les avocats? Enfin, les intervenants, il y a différents intervenants, ce que disait Anne-Laure tout à l'heure. Donc, il y a l'émetteur qui est la société qui emprunte, il y a les investisseurs, il y a le fiduciaire évidemment, il y a l'avocat qui lui va rédiger le contrat et la feuille de route, il y a le notaire qui va enregistrer tout ça, et parfois il y a aussi des mandataires quand il va s'agir de sortir une société, une procédure collective, où là on doit avoir un mandataire et le président du tribunal de commerce qui validera, au cas échéant, la mise en fiducie du bien. Ça, c'est très important. Si jamais on vient financer, aider en trésorerie une société qui est en procédure collective. Ça peut arriver dans le cas des mises de trésorerie en contrepartie de fiducie. Ok. Ensuite, on a une autre question qui est: quel est l'intérêt pour la société émettrice de placer un bien en fiducie? Alors, c'est souvent qu'elle n'a plus le choix. C'est souvent qu'elle a des difficultés en trésorerie qui sont importantes, avec des échéances qui sont trop courtes, et elle n'a plus le temps de se retourner sur d'autres solutions, ou elle a essayé peut-être d'autres solutions en amont, type crédit bancaire classique, mais elle a eu peut-être un refus, parce qu'elle a eu l'étude du dossier a pu traîner, et l'échéance de trésorerie arrive, et du coup, elle n'a plus d'autre choix que finalement faire appel à nos systèmes, qui est finalement une solution très souple et très rapide à mettre en place, et qui en revanche a des contreparties. La contrepartie, c'est de mettre en garantie un actif avec une garantie extrêmement solide, et d'autre part, de payer un coût aussi très élevé, puisqu'on est beaucoup plus cher qu'un crédit bancaire classique. Mais comme on vient répondre à une urgence, c'est un coût. Très bien. Ensuite, on a une autre question qui va pas mal intéresser, je pense. Dans le second cas du schéma, donc, est-ce que le fiduciaire rembourse en priorité les investisseurs, mais avec une plus-value? Point d'interrogation. Alors, on peut remettre le schéma peut-être? Le second schéma, ouais. Le schéma. Schéma 2, ça c'est le schéma 1. Ouais, schéma 2. Alors, les intérêts, dans un cas de défaut, les intérêts continuent à courir. Donc, le remboursement se fait par ordre de priorité. Donc, les investisseurs et les obligataires sont remboursés en priorité, y compris avec les intérêts sur la période. Donc, il n'y a pas d'arrêt d'intérêt. Et après, c'est là où le montage est gagnant-gagnant. Tout le surplus revient à l'émetteur. Donc, il n'y a pas de plus-value, en fait, il n'y a pas d'intéressement par rapport au prix de cession, puisque dans la définition de la feuille de route, la priorité, c'est le remboursement du prêt. Ok, super, merci. Ce qui est important peut-être de souligner, c'est qu'on n'est pas dans un cadre de vente aux enchères, parce que j'ai vu ça aussi passer sur le fil, on n'est pas dans un cadre de vente aux enchères, on est vraiment c'est le fiduciaire qui a les mains libres pour vendre l'actif encadré par la feuille de route, avec un prix qui est fixé à l'avance dans la feuille de route, avec des niveaux de décote dans le temps qui sont prédéfinis et qui sont supérieurs à l'emprunt. Et c'est là où c'est important de revenir sur les basiques que j'évoquais tout à l'heure, à savoir plus vous avez une couverture qui est importante, c'est-à-dire que plus vous avez une valeur d'actif qui est importante par rapport à votre dette, plus vous aurez de chances de venir largement couvrir votre capital et vos intérêts, même si la durée de cession de l'actif est rallongée dans le temps. Et derrière, vous aurez toujours une discussion possible entre le fiduciaire et la masse des obligataires, si jamais, au-delà d'un certain délai, le prix plancher est atteint,
pourra toujours échanger avec les fiduciaires pour savoir si on applique une décote supplémentaire ou si on porte le bien un peu plus longtemps. Tout ça, c'est possible. On n'est pas comme dans une liquidation judiciaire avec une activation d'hypothèque. On va se retrouver avec une vente aux enchères où là, quoi qu'il arrive, le liquidateur vendra à tout prix le bien, même s'il doit partir au quart de sa valeur. Ce n'est pas du tout le cas dans des montages en fiducie sûreté. Alors, on va poser ensuite une question qui est revenue plusieurs fois. On a l'impression d'un investissement sans risque, mais il y en a forcément. Quel est le risque majeur de ce montage? C'est une bonne question. On en cherche souvent. Moi, c'est ce que je dis régulièrement quand on présente des dossiers en fiducie sûreté. C'est le troisième, pour être très honnête. On en a financé 224 projets sur Monégo Dynamique. C'est le troisième qu'on présente en fiducie. Les deux se sont parfaitement débouclés. Aujourd'hui, pour moi, c'est clairement une anomalie de marché, les fiducies, montées comme ça, dans le sens où on a un niveau de couverture qui est extrêmement élevé. Tout le schéma juridique est extrêmement bordé. Donc, on a un niveau de risque qui, pour moi, est extrêmement faible, même s'il existe toujours. Il est extrêmement faible. Et sur un marché, on va dire, classique de dette, on serait plutôt sur des taux de rémunération qui devraient être autour de entre 4 et 5% maximum de rémunération en réalité. Il se trouve que sur le crowdfunding, ça ne marche pas forcément. Et ce genre de niveau de taux, donc une espèce de surprime anormale au financement participatif. Et comme le disait Anne-Laure, il y a très peu d'acteurs aujourd'hui qui savent monter les dossiers en fiducie sûreté, même au niveau du territoire national. C'est-à-dire qu'il y a très peu aujourd'hui d'avocats qui savent monter et organiser des fiducies. Il y a très peu de fiduciaires, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui en parlent aujourd'hui, mais qui n'en ont jamais fait. Donc nous, on a la chance d'être accompagnés, encore une fois, par Dominique Davaudet, qui est un des messieurs référents au niveau national de la fiducie. Donc, je vous invite à aller regarder ses travaux et ses notes sur son site de Fidal Fiducie, ou ses interviews ou ses publications. Et nous, on arrive à toucher ce genre de dossier, mais c'est vraiment exceptionnel. Et c'est avec un taux aujourd'hui qui est pour moi anormalement haut par rapport au niveau de risque de ce type de projet. Et on en a étudié beaucoup. Et finalement, nous, on souhaitait avoir vraiment ce taux de couverture extrêmement important pour le présenter. On ne t'entend plus, Cécile. Ton micro est coupé. Pardon, excusez-moi. En fait, je reçois beaucoup de questions. On va essayer je vais être obligée de les limiter un peu. On va essayer d'en répondre à 5. Et puis ensuite, on devra se quitter. Mais encore une fois, on vous répondra à toutes les questions qu'on n'a pas pu prendre sur le live. En cas de défaut de paiement et ou liquidation de la société SAS emprunteur, l'État ne peut-il pas se servir en priorité sur la propriété fiducie pour payer taxes, cotisations salariales, personnelles de l'emprunteur? Non, mais c'est tout là l'intérêt et la magie, entre guillemets, de la fiducie, et pour ça qu'on appelle la fiducie la reine des garanties. C'est dès lors qu'on a un transfert de propriété et que ce transfert de propriété a été bien fait, bien enregistré, bien validé par le tribunal de commerce, si vous êtes en période suspecte, par exemple, on rentre vraiment dans des spécificités techniques, donc ce qui a été fait dans notre cas. La fiducie est intouchable par aucun des créanciers de l'émetteur. Parce qu'il y a eu un transfert de propriété en amont. Et du coup, on est vraiment en premier rang. Les investisseurs sont réellement en premier rang. Ok, merci. Après, j'aurais... comment fonctionne le taux progressif? Alors, le taux progressif est un taux incitatif. Il fonctionne par sur le slide 17. Pardon. Le taux progressif est un taux incitatif, en fait, en fonction des périodes.
On a convenu de faire augmenter le taux. Donc, on a une première période de 10% à 10%, qui est la période encore envisagée, le scénario envisagé. Après, un deuxième temps de 9 mois où le taux sera de 11%, puis de 12% sur la dernière période où le fiduciaire reprend la main. Donc, c'est vraiment une question de délai et de durée. Super. Ensuite, j'ai pas mal de questions en fait sur l'actif en tant que tel. Donc, du coup, Anne-Laure, est-ce que tu peux nous refaire un petit résumé un petit récap sur l'actif en tant que tel? Je ne suis pas arrêtée parce qu'il est dans le dossier. C'est un actif aujourd'hui à destination d'équipements sportifs qui développe une énorme surface puisque c'est 3500 mètres carrés de bâti. Avec des aménagements, il y a une piscine de 25 mètres, enfin, il y a des vrais gros aménagements. L'ensemble est bâti sur un terrain de 7500 mètres carrés dans les Monts d'Or. Je n'ai peut-être pas assez insisté aussi, mais c'est vraiment un très bon emplacement dans un environnement résidentiel, mais également avec quelques entreprises aux alentours. Ce qui est également intéressant sur cet actif immobilier, c'est qu'il subsiste des droits à construire. Donc, quels sont des droits à construire? Il y a la possibilité de construire des mètres carrés supplémentaires sur ce terrain immobilier. Aujourd'hui, il y a 1200 mètres carrés autorisés par l'urbanisme, d'où également la valorisation du bien. Ce qui valorise également l'actif, c'est qu'aujourd'hui, il y a un permis de construire qui est obtenu et purgé par l'acquéreur, qui permet une extension en bureau d'une surface importante, d'où la valeur de cet actif. Je préciserai également que dans le cadre du montage, on a prévu un transfert de permis dans le cas où l'acquéreur ne serait pas au rendez-vous au 31 décembre. Pour ne pas perdre cette valorisation liée aux droits résiduels. Ensuite, j'ai une question qui, en fait, en comporte plusieurs. Je vous fais le volume global. Après, si vous avez besoin qu'on y revienne, vous me dites. En cas de défaut de remboursement de l'emprunteur, quel sera le coût de la fiduciaire FIDAL et les différents prestataires pour vendre l'actif qui impacte peut-être le rendement de l'investissement? Est-ce que le coût est supporté par l'emprunteur et quelle serait la durée pour réaliser le remboursement des obligataires? On prend les questions les unes après les autres. Défaut de remboursement de l'emprunteur, quel sera le coût de la fiduciaire FIDAL et les différents prestataires pour vendre l'actif impactant le rendement de l'investissement? Point d'interrogation. Il y a déjà un coût de montage qui est important, lié notamment principalement aux droits d'enregistrement et aux frais de notaire. Effectivement, un montage en fiducie sûreté se mûrit parce que engendre un coût important. Et après, dans le contrat de fiducie, en fonction des cas de figure déterminés, le fiduciaire effectivement a des droits. Il a des droits à l'origine, il a des frais de gestion annuels et il est lié à la vente. C'est évidemment l'émetteur qui gère, qui paye ces droits, qui est redevable des droits fiduciaires. Donc, tout le montage en fait est payé à l'origine en fait par l'émetteur. Donc ça c'est important de le dire. Donc c'est vraiment l'émetteur qui paye tous les frais du montage. C'est-à-dire que 90% des frais sont payés. Et s'il en reste un petit peu à la fin, dès lors que le fiduciaire doit exécuter la fiducie et céder l'actif, à ce moment-là, effectivement, il se servira pour une toute petite quotité sur le prix de la vente. Donc, c'est quelques milliers d'euros par rapport au volume de l'actif. Ça ne pèsera pas du tout sur la valeur du bien. Et il y a un broker en général qui fera la vente, puisque ce type d'actifs ne se vendent pas par des agents immobiliers traditionnels, mais des agents immobiliers spécialisés, notamment dans des grosses transactions type tertiaire. Et les brokers, systématiquement, quand ils ont un actif à vendre, rajoutent leurs frais, rajoutent leurs commissions en plus de la valeur de l'actif. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, ce qui est important, c'est plus vous avez un actif qui a une valeur importante par rapport à votre dette, plus s'il y a des frais, ils seront de toute façon largement absorbés par ce différentiel entre la valeur de l'actif
et le montant de votre dette, intérêt compris. On arrive à la fin du webinaire, le temps est plutôt écoulé. Je vais faire une dernière question ouverture. Ce projet, c'est très rare, ce projet est parfait. Allons-nous en avoir d'autres? On y travaille. Je terminerai là-dessus. Quand je vois une dernière question, on a l'impression d'un investissement sans risque, mais il y en a forcément. Quel est le risque majeur de ce montage? C'est la question. Moi, je veux dire, si on doit voir un risque, malgré tout ce qu'on a dit et auquel on croit vraiment, s'il y a un risque, c'est que ça dure dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un promoteur qui s'est positionné, qui travaille déjà sur un permis de construire pour racheter l'actif à l'émetteur. Il se peut pour X raisons que ce promoteur qui a signé cette offre auprès de l'émetteur n'aille pas au bout ou n'ait pas son financement ou renonce au projet, pas de problème, ça peut arriver. Et du coup, on portera peut-être un petit peu plus longtemps cet actif pour trouver un autre acquéreur pour cet actif. C'est le seul risque finalement que j'identifie réellement dans ce montage, c'est de devoir porter l'actif plus longtemps. Plus on va porter l'actif longtemps, plus les intérêts seront importants. Et plus finalement, entre ma valeur d'actif et ma valeur de la dette, augmenter des intérêts, plus la marge dont on parlait tout à l'heure entre les deux va diminuer. Mais compte tenu du haut niveau de valorisation de l'actif par rapport à la dette initiale, on a largement le temps de venir céder l'actif avant que les deux se rencontrent, voire que les courbes se croisent. Merci beaucoup. Encore une fois, on finira de répondre à vos questions à côté. Le projet, il est d'ores et déjà disponible, ouvert à la réservation sur la plateforme. Donc, vous pouvez vous connecter pour aller procéder aux réservations si vous êtes intéressé par ce projet. On espère que vous avez appris plein de choses et que ce projet vous intéresse et on vous attend nombreux sur la plateforme dans quelques minutes. Yann et Anne-Laure, je ne sais pas si vous voulez conclure ou même juste dire au revoir. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci pour votre temps, votre attention et vos questions. Et quoi qu'il en soit, on reste disponible si vous avez des questions au travers de vos contacts privilégiés qui sont l'UIC Quitterie ou du site internet, bien évidemment. Merci à tous. Au revoir.